propose de commencer. Donc, peut-être vous rappeler que donc, ce sont des webinaires enregistrés qu'on peut reconsulter ensuite sur notre chaîne YouTube et sur Facebook aussi, notre compte Facebook. Voilà, et pour commencer, je vais quand même laisser la parole à Arnaud Gandé, qui dirige donc notre initiative. Merci Héloïse, bonjour à tous et bonjour à toutes. Encore une fois ravi de cette visio et surtout très heureux de voir que on a de plus en plus de clubs qui nous rejoignent. On va continuer notre déploiement de webinaires pour vous donner un peu de contexte, continuer à développer certains sujets et essayer d'acculturer tout le mouvement sportif à ce sujet de l'insertion socio-professionnelle. Peut-être quelques rappels sur l'initiative. Bientôt 3000 clubs engagés, une nouvelle plateforme qui va arriver courant du mois de mai, qui vous permettra de bien identifier les différentes formes d'engagement, qui recensera une espèce de bourse de bonnes pratiques, les différents publics à adresser, les projets qui peuvent servir un peu d'exemple pour la mise en œuvre d'actions de façon beaucoup plus intuitive, comment vous pouvez aller identifier les bonnes parties prenantes et vous connecter aux acteurs de vos territoires. Le deuxième sujet, donc sa plateforme atterrissage autour du 15 mai, voilà, donc à suivre. Vous rappelez aussi qu'il y a en ce moment, on est en train d'instruire les lauréats d'Impact 2024 avec nos correspondants régionaux. Donc on est en phase d'atterrissage. La validation est le 7 juin, on a prévu le 7 juin. Donc je pense que la communication des lauréats sera dans la foulée, mais enfin pour être complètement transparent, il y a, je pense, entre 80 et 90% des projets qui ont été déposés sur l'axe 5 qui seront financés. Et donc voilà, on est très heureux surtout de pouvoir lancer une vraie dynamique et de pouvoir accompagner ceux qui ont montré l'envie de porter des programmes d'insertion. Donc ça, c'est sur Impact. Vous le savez aussi, il y a un appel à projet que nous avons lancé avec la Fédération nationale des caisses d'épargne autour de la découverte des métiers, et des job dating et des créneaux d'aller vers. Donc ça, il y a eu des webinaires qui ont déjà été mis en place. Je parle sous le contrôle d'Héloïse sur cette thématique-là. Vous pouvez sûrement les revoir. Et puis surtout, vous avez, je pense qu'Héloïse va vous mettre aussi ce document-là dans le chat. Vous pouvez donc aller consulter et aller candidater directement sur vos caisses régionales, puisque c'est un dispositif qui est piloté par les caisses régionales. Et puis vous dire aussi que maintenant, on a des correspondants régionaux qui travaillent sur nos sujets sport. Et donc, au quotidien, vous allez pouvoir maintenant aussi avancer avec des référents sur vos territoires, d'abord régionaux, puis bientôt au plus proche de vos préoccupations de terrain. Donc voilà, on est en train de se construire, on est en train de créer une dynamique et une organisation, et donc on espère pouvoir être des vraies ressources pour vous faciliter la vie et vous permettre d'identifier ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire et avec qui vous pouvez le faire et avec quel type de financement vous pouvez aussi construire votre modèle. Voilà peut-être, et je repasse la main à Héloïse peut-être sur le contenu même de notre webinaire du jour, et puis surtout pour laisser la parole à ceux qui font et ceux qui vont pouvoir aussi vous inspirer. Oui, merci Arnaud. Effectivement, aujourd'hui, on a donc la chance de pouvoir accueillir trois. Bon, déjà, je vais revenir un peu sur les dispositifs généraux de financement qui sont en national. Et ensuite, on aura trois témoignages de clubs qui ont déjà mobilisé, alors chacun sur leur territoire, des financements spécifiques, avec Sébastien Gomez pour le 3N Taekwondo à Montpellier, Caroline Morda qui est déjà intervenue, mais qui du coup a une belle expérience aussi en financement. Ce sera l'occasion de pouvoir revenir sur ce sujet spécifique avec le Stade Bordelais. Et Boubacar également qui est intervenu, mais qui était déjà très sollicité sur les financements. Donc on a décidé de lui donner encore un temps spécifique aussi avec le Lille Métropole tennis de table. Donc pour commencer, voilà, je voulais juste vous montrer quand même des dispositifs qui existent en national. Bien sûr, on vous enverra ensuite cette présentation pour que vous puissiez revenir sur chaque site internet, voir comment vous pourriez les mobiliser. Donc ça, c'est une plateforme qui a été développée par le ministère des Sports sur le sport et l'inclusion, qui est intéressante sur quelques partages de dispositifs. Je vous laisserai découvrir. Et en tout cas, pour cet outil d'identification de financement très locaux. Donc voilà, vous pouvez entrer par thématique, par région, par département.
Je vous laisserai bien sûr découvrir. Il faudrait que je puisse vous mettre tout de suite le lien. sport-inclusion.fr, vous voyez le lien ici. Ensuite, il y a la plateforme que vous connaissez sans doute déjà, puisque c'était sorti, je crois, au moment du Covid. C'est la plateforme de Soutiens ton club. Donc là, c'est du mécénat. Donc pour réinscrire votre club en tant que structure qui peut récupérer des dons d'entreprises qui, elles, vont pouvoir effectuer des déductions d'impôts sur les sommes données. Donc ça, c'est un outil qui existe donc depuis 2021-2022 au moins et que nous souhaitons donc à nouveau porter à votre connaissance. Sachez qu'on a une initiative d'ailleurs en cours avec la Fédération du sport français sur un tour de France des clubs engagés. Donc, si vous êtes un club engagé, vous serez invité à l'étape de ce Tour de France près de chez vous. C'est un tour qui se construit, hein, donc vous inquiétez pas, vous serez invité par mail, on vous envoie l'info pour une soirée dans la collectivité. On a déjà eu 2 étapes à Montpellier et à Goussainville mardi. L'idée, c'est de faire connaître cet outil, mais aussi d'inviter les entreprises des territoires, puisqu'on s'associe aussi avec les entreprises s'engagent. Et une dernière que j'avais identifiée encore. Alors là, peut-être au club de nous dire s'il y en a, on pourra prévoir un temps d'échange à la fin des témoignages des clubs, mais si certains de vous ont déjà sollicité ce fonds pour le développement de la vie associative, les clubs en font partie, sont aussi concernés par ce fonds, bien que je crois que Boubacar pourra nous dire qu'il y a quelques particularités, mais encore une fois, voilà, ça fait partie des dispositifs auxquels les clubs peuvent prétendre. Donc, il faut y aller, il faut fouiller. Tout l'enjeu de notre initiative, ce sera de faire intervenir sur... Là, on n'a pas encore pu les solliciter, mais d'ici l'année prochaine, un intervenant pour vous dire quels sont plus précisément comment y prétendre. Donc voilà, c'est au programme petit à petit de notre série de webinaires. Et une dernière ici, puisque le CNOSF relance aussi ma petite sponsor. Donc là aussi, je vous encourage à aller regarder si ça peut intéresser votre club. Alors ça, c'est sur des plus petits financements, mais pourquoi pas. Voilà. Sans plus attendre, je voudrais laisser la parole à Sébastien Gomez, donc qui est directeur des services généraux. Et merci de ta participation. Je te laisse la main pour nous présenter donc le club et aussi votre expérience en matière de recherche de financement, mobilisation des différentes parties prenantes. En tout cas, merci beaucoup pour m'accueillir sur ce webinaire. Je vais essayer dans tous les cas d'essayer de partager mon expérience brièvement et l'expérience de notre structure, notre association, le 3MTKD. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour comprendre le niveau de développement du 3MTKD, il faut comprendre son histoire. De base, le 3MTKD, c'était une association sportive liée au taekwondo. Aujourd'hui, le 3MTKD compte plus de 2000 licenciés sur plusieurs disciplines et répond à diverses problématiques, notamment présentes sur les quartiers de Montpellier. Donc, moi, je suis arrivé en 2013 sur la structure. J'étais bénévole. J'ai fait 4 ans de bénévolat. Et en 2017, je suis devenu le premier salarié de la structure avec un poste financé par l'ANS. Enfin, l'ancien CNDS. Donc, voilà, mon objectif de mon poste, c'était essayer de développer des projets qui répondent aux problématiques présentes sur les différents territoires dans lesquels nous, on intervenait à Montpellier. Notamment les quartiers QPV de la ville, comme La Mosson, qui est connu généralement en France, Saint-Martin, Près-d'Arène, les grands quartiers de la ville. Donc, à côté du volet sportif, au sein du 3MTKD, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des problématiques telles que des problématiques d'accompagnement scolaire. Il y avait un manque d'offres de loisirs au sein des quartiers. Et en fait, on a commencé à diversifier nos actions. On ne faisait pas que du sportif. Et automatiquement, on a commencé à monter des projets et répondre à des appels à projets qui étaient en lien avec ces problématiques-là. Donc petit à petit, on a commencé à monter ces projets-là. On a commencé à créer des séjours de vacances. On a ouvert un CLAS, un contrat local d'accompagnement à la scolarité. On a ouvert un centre de loisirs au sein de l'association. Donc pour ça, bien évidemment, il a fallu créer les partenariats. On a mis en place des projets culturels. On a mis en place des animations sociales. Et c'est vrai que chacun de ces dispositifs automatiquement attirait des financeurs et attirait des partenaires publics, institutionnels qui nous accompagnaient dans ces projets-là. Donc c'est vrai qu'on est passé du milieu sportif. Alors, on est un grand club de taekwondo aujourd'hui en France, on compte 1000 licenciés, on était un grand club, mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre grande force, c'est la diversité des dispositifs. Automatiquement avec cette diversité, il a fallu professionnaliser, il a fallu embaucher, recruter des personnes. Donc on a essayé de diversifier
les différentes aides à l'emploi. On a beaucoup de jeunes de quartier, donc c'est vrai que avec France Travail, aujourd'hui on travaille sur les emplois francs, on recherche des emplois FONJEP, on essaie de diversifier les différentes aides à l'emploi qui peuvent exister pour pouvoir pérenniser les postes, déjà les créer et après les pérenniser dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui le 3MTKD a une grande structure. Si vous allez sur Facebook, vous regardez, vous mettez 3MTKD, vous avez toutes les pages de ce que nous on fait. Et c'est vrai que le fait de diversifier, il a fallu chercher des professionnels de différents milieux. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a une base de loisirs en gestion qui fait 20 000 m², donc dans laquelle on accueille des séjours de vacances. On envoie plus de 1600 gamins en vacances chaque année. Donc il a fallu embaucher des cuisiniers, des responsables techniques, des agents d'entretien. Donc il y a tout un volet managériel dans lequel il a fallu qu'on apprenne et qu'il a fallu qu'on développe de nouvelles ressources. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette modélisation de projet, elle fonctionne et c'est ce qui nous permet d'aller chercher justement d'autres sources de financement, autres que le sportif. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou tout va bien? Vas-y, continue. On fera les questions après, sinon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le 3MTKD, comme on disait, on est une association comme tout le monde, on fait du sport, on fait du social et on fait de la culture. Sur le sport, on a 1000 licenciés en taekwondo, on a bébé Covid, on a créé une section football sur le quartier de Haut-de-Massane, c'est un QRR. Donc on a répondu à une problématique de terrain parce qu'il n'y avait plus de club de foot. Le club de foot avait fermé. Et en fait, à l'époque, avec mon équipe d'animation, j'avais que des footeux. Et on s'est dit, en fait, on va essayer de lancer le club de foot. Franchement, en venant du taekwondo, on ne se rendait pas compte de la médiatisation, de l'impact du football que le football pouvait avoir. Aujourd'hui, on arrive à décrocher des partenariats privés, notamment grâce au football. On compte 400 licenciés et on a ouvert un petit bébé de cette année, on a créé une section échecs. Donc pareil, ce sont des disciplines. Alors nous, l'objectif, c'est d'ouvrir la pratique sportive au sein des quartiers, de la favoriser. Donc avec des tarifs hyper accessibles. À côté, on a ce centre de loisirs qui est situé sur un quartier QPV de Montpellier. On accueille plus de 250 gamins à l'année, différents. On a le contrat d'accompagnement à la scolarité, le CLAS, que ça, vous pouvez le retrouver en lien avec les différentes CAF de vos départements, qu'on l'a dans 3 quartiers différents sur 4 sites différents. Et là, pour le coup, il y a un soutien financier qui est conséquent pour accompagner ces petits. Alors, bien évidemment, il a fallu trouver des personnes bénévoles qui sont affectées au projet, comme des retraités. On a des étudiants et on a des profs, des enseignants, des instituts qui viennent sur les après-midi donner un coup de main aux jeunes qui ont besoin d'un accompagnement à leur scolarité. On a 150 jeunes là-dessus. On organise des séjours de vacances. Gros dispositif d'animation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1600 gamins qui partent en vacances. Donc notamment là-dessus, il y a plein de dispositifs d'aide pour les gamins qui aujourd'hui nous permettent à envoyer les gamins entre 50 € et 80 € la semaine en vacances. Donc ça, ce sont des tarifs hyper accessibles qu'on arrive à maintenir, notamment parce qu'on sait chercher les financements spécifiques à ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un soutien de la CAF, il y a un soutien de l'État. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le Pass Colo cette année. C'est une aide entre 200 et 350 € pour les enfants qui passent entre le CM2 et la 6e pour partir en vacances, en colo. Il y a les colos apprenantes, l'aide colo apprenante qui est entre 80 et 100 € par jour par enfant pour 5 jours de séjour. Donc en fait, nous, l'objectif, c'est de rendre le loisir et le sport accessibles, notamment ces dispositifs. On organise ces animations sociales. Les animations sociales, elles sont hyper connues. En tout cas, chez nous, à Montpellier, on a un fort succès. Ce sont par exemple, chasse aux œufs à 2000 enfants. Donc, automatiquement, on mobilise des partenaires privés parce qu'on va acheter, par exemple, chasse aux œufs, des chocolats. Et automatiquement, on mobilise des partenaires institutionnels qui veulent se greffer à ces actions et qui soutiennent notamment ces actions, parfois dans le cadre du contrat de ville ou dans une subvention spécifique à cette action. Donc, c'est vrai que le fait de dissocier, dans l'unité de l'association, montrer cette diversité d'actions, automatiquement, plus de partenaires ont envie de s'engager avec nous. Et ça, c'est quelque chose que nous, on l'a compris les dernières années. Parce que moi, je peux vous le dire, je suis le premier salarié, ça date de 2007, on est 40 aujourd'hui. Donc l'association, elle a eu un boom exponentiel incroyable. Mais après, voilà, on sait bien faire les choses, donc ça nous permettait de construire sereinement. Et le fait d'avoir des partenaires qui s'investissent, automatiquement, nous, on est mieux sur le terrain et on peut proposer une offre de qualité aux
aux enfants. Super, merci. Déjà, il y a 3 dispositifs, utiles, je pense. Je remettrai, hein, les infos dans la présentation qu'on vous partagera. Tu voyais d'autres choses, Sébastien, sur les fonds, les Mais je ne financements sais déjà? pas s'il y a des questions alors, spécifiques par Je rapport pense à... que les questions, on va les prendre à la fin. On va D'accord, laisser ok. déjà à chaque intervenant et puis on reprendra les questions à la fin. Caroline, je te remercie, Sébastien. Et puis, Caroline, on te passe la parole. Voilà, ce qu'on appelle le FSE+, c'est des plans opérationnels qui sont votés pour 6 ans, qui sont définis. Donc, je vous invite à aller sur Internet de voir les plans opérationnels des 6 ans. Et l'idée des fonds européens, c'est d'aller financer de la promotion à l'emploi, de l'inclusion sociale et de la lutte contre la précarité alimentaire. Alors, sur la précarité alimentaire, autant vous dire qu'on a des difficultés à émerger. Par contre, sur la promotion à l'emploi et sur l'inclusion sociale, on est totalement éligible sur ces appels à projets. Le Fonds social européen, donc, qui définit pour 6 ans une politique structurelle avec des enveloppes allouées. Et ensuite, ce sont les États qui vont, en fonction de leur territoire, de leurs besoins, de leur population, définir ce qu'on appelle des priorités. Les priorités, elles sont déclinées ensuite à l'échelle locale. Alors, c'est du régional, pour le coup, c'est la DRETS ex-direct qui pilote ça. Et le territoire, donc votre région, via la DRETS, va définir elle-même ses objectifs avec un public, des montants. Ce qui fait que vous pouvez retrouver des appels à projets qui sont communs, mais les prises en charge financières, la durée ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Je vous fais un exemple. Nous, par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a un financement avec un taux d'intervention de l'Europe à 60%. Là où sur le même appel à projet en Ile-de-France actuellement, le taux d'intervention de l'Europe, il est à 40%. Pourtant, ce sont les mêmes appels à projet, les mêmes publics, les mêmes durées, mais la prise en charge n'est pas la même. Donc ça, c'est vraiment un truc à vérifier. Je vous ai fait un petit montage après, enfin, une petite projection financière pour vous expliquer les règles, mais ça sera après parce que sinon je vais vous perdre. Si tu peux l'enlever 2 secondes, Héloïse, parce que ça va vous perdre. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que les fonds européens, ce n'est pas de la subvention, ce sont du remboursement de frais engagés. Donc, quand vous allez déposer un plan de financement auprès de l'Europe, répondre à un appel à projet, vous allez déposer sur un plan prévisionnel sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est écrit sur l'appel à projet. Vous avez un minimum de fonds à engager. Par exemple, sur l'appel à projet européen que nous, on a en cours, c'est 35 000 € minimum à engager. Et vous avez donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le taux d'intervention maximum qui, pour la Nouvelle-Aquitaine, sur l'appel à projet accompagnement des jeunes vers l'emploi, donc qui concerne où le sport est éligible, qui est à hauteur de 60%. Cette enveloppe en Nouvelle-Aquitaine sur l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, elle est à hauteur de 7 millions sur 3 ans. Donc, vous dire qu'il y a quand même des fonds mobilisables et à mobiliser. C'est du remboursement de frais engagés, c'est-à-dire que ce que vous allez engager comme dépenses, ça va surtout être les ressources humaines, vos salariés. Ça peut être des temps partiels, des temps pleins. Les contrats de prestation ne sont pas éligibles sur les fonds européens, ni les auto-entrepreneurs. Il faut forcément que ça soit des salariés de votre structure. Vous avez une obligation de résultat, ce qui est un peu complexe avec l'Europe. Ça n'existait pas avant, il y a 10 ans, dans les ex-FSE. Aujourd'hui, vous avez clairement dans les appels à projets une obligation de 50% de sortie positive des jeunes vers l'emploi ou la formation. C'est quoi une sortie positive? C'est un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou un retour ou un accès à une formation qualifiante ou certifiante. Sachant qu'on est sur des jeunes qui sont très, très, très éloignés de l'emploi ou de l'insertion professionnelle, il faut vraiment structurer votre projet en identifiant en amont des pistes de sortie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les services civiques sont considérés comme une sortie positive. Ce qui est intéressant avec le type de public avec lesquels on travaille, tous dans nos clubs de sport, parce qu'un service civique, ça laisse le temps un peu de maturer un projet. Un jeune qui veut rentrer en BPGEPS à l'issue d'un accompagnement par nos clubs, mais qui n'a pas le réseau pour trouver un apprentissage ou qui ne peut pas passer les tests d'exigence préalables parce que son niveau sportif n'est pas encore à la hauteur, mais un service civique, ça lui permet de s'imprégner, de s'immerger dans un club de sport, donc du coup de faire ses preuves pour pouvoir décrocher un apprentissage, de se remettre en forme aussi physiquement, lapsus, pour pouvoir prétendre ensuite à une entrée en BPGEPS, par exemple. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc les fonds européens, ça peut financer jusqu'à 3 ans. Ça finance les frais de personnel. Et là, Héloïse, je veux bien que tu présentes, s'il te plaît,
le petit fichier Excel. Donc, vous avez cette fameuse règle des 40% qui est importante à comprendre. Je vous prends l'exemple des frais de personnel. Je vous prends cet exemple avec 100 000 € de frais de personnel par an. Donc, vous allez présenter un budget prévisionnel avec que de la masse salariale, donc 100 000 € sur l'année. Chargé, c'est ça qui est important, ce n'est pas du brut, c'est chargé. Ne sont pas éligibles dedans la taxe pour les salaires, la formation professionnelle, la médecine du travail, les bulletins de paye. Malheureusement, il y a 2-3 trucs quand même à sortir. Et vous avez, du coup, vous prenez 40% de ces frais de personnel. Donc, charge indirecte, 40%. Qu'est-ce qu'on met dans les charges indirectes? On met ce qu'on veut. Oui, il a 40% de charge indirecte, elle n'est pas 30%. C'est la règle européenne, c'est la règle des 40%. C'est les calculs européens. C'est le FSE+, c'est le FSE plus simplifié, ça s'appelle. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de justifier de ces 40%. Vous n'avez pas besoin d'avoir les factures, vous n'avez pas besoin d'avoir les éléments justificatifs, comme quoi vous avez vraiment dépensé, que cet argent était destination des jeunes. Par exemple, les fonctions support ne sont pas éligibles dans les charges de personnel. La comptabilité, la coordination, les experts comptables que vous prenez à côté pour certifier vos comptes, vos locations, les frais de matériel pour les jeunes, les frais de transport, tout ça, ce n'est pas éligible pour l'Europe. Ils estiment que ça fait partie de vos charges indirectes, d'où une enveloppe qui est assez importante, ça représente quand même 40 000 €. Ce qui fait que quand vous déposez un budget prévisionnel à l'Europe, votre budget, il comporte les frais de personnel, les 100 000 € et les 40% de ces frais de personnel. Je vous ai fait un exemple très simple, c'est-à-dire 100 000 € de frais de personnel, 40% de charges indirectes, ça fait 40 000. Coût total du projet, 140 000. Et vous devez, dans les ressources, présenter 140 000 de budget. C'est-à-dire, nous, on sait en Nouvelle-Aquitaine que l'Europe intervient jusqu'à 60%, donc ça vous représente 84 000 € de fonds européens. Charge à vous de trouver les 56 000 restants, qui peuvent être des fonds propres, qui peuvent être de la région, du FDVA, comme tu as dit tout à l'heure, Héloïse, nous, on l'a mobilisé. Ça peut être du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, ça peut être de l'ANS, voilà, ça peut être aussi Impact 2024, on croise tous les doigts. Voilà, il faut forcément que vous équilibriez, non pas sur 100 000 €, mais sur 140 000 au global. Vous devriez justifier des 140 000 € qui ont été utilisés à la fin. Voilà. Mais par contre, vous ne devrez, c'est vraiment une particularité européenne, vous ne devrez prouver en termes de dépenses, justifier que vos frais de personnel, c'est-à-dire les bulletins de paye, les contrats de travail et des fiches de présence. C'est vraiment une règle qui est simplifiée. Avant, il fallait justifier de l'intégralité de dépenses en plus des charges indirectes. Voilà. J'espère pas vous avoir perdu. C'est des fonds qui sont intéressants parce que c'est des grosses enveloppes pour les clubs de sport. On n'est pas habitué à pouvoir prétendre à ces montants-là. Nous, au Stade Bordelais, ça représente chaque année entre 150 et 200 000 € de fonds européens. On est un omnisport, donc on a des comptes consolidés, donc ça nous permet d'avoir la possibilité de mobiliser les fonds européens. Après, c'est des grosses enveloppes, mais vous pouvez totalement, sur un club de sport à une plus petite hauteur, mobiliser un peu moins de fonds européens. Il faut juste vous dire que les fonds européens, le remboursement des frais engagés, il n'arrive pas avant 18 mois après la fin de l'opération, après le début de l'opération, donc entre 6 mois et 12 mois après la fin de l'opération. Ça, c'est un peu l'écueil, c'est que ça peut vous mettre en danger, en difficulté de trésorerie. Vous pouvez aussi demander une avance sur les fonds européens. Généralement, donc nous, on est en convention pluriannuelle sur 3 ans. Les fonds européens, au début de la convention, ils nous avancent 1 an de fonds. Donc, ils nous avancent 150 000 à 200 000, ça dépend de l'enveloppe globale, de fonds. Voilà. J'espère ne pas vous avoir perdu. Je répondrai à vos questions après. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Alors, et maintenant, on a Boubacar. Je vais passer la parole à Boubacar du Lille Métropole Tennis de Table. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, Boubacar. Alors, donc moi, c'est Boubacar, je suis coordinateur de projet au sein du Lille Métropole Tennis de Table.
Donc, je vais faire comme Sébastien, je vais revenir en 2, 3 mots sur la petite histoire du club. On était rattaché à un omnisport dans plutôt le centre-ville de Lille. On a déménagé en 2017 dans un quartier prioritaire. On en a profité pour quitter l'omnisport et recréer un club dans un quartier prioritaire. Donc, on a de suite travaillé avec la politique de la ville et le chef de projet. Donc, ce qui nous a permis de... donc, on a un projet sportif conséquent, hein. On a 4 équipes nationales, une Pro B, un Open international. On participe à la Coupe d'Europe. Mais à côté, on met autant d'énergie dans le volet inclusion. Donc, on l'a appelé LMTT s'engage. Et pour développer cette partie-là, on a fait appel à plusieurs dispositifs que certains d'entre vous doivent bien connaître, plutôt liés à l'action sociale et à la politique de la ville. Donc là, je vais pas vous présenter les dispositifs liés au projet sportif du club, mais plus liés à l'action sociale du club. Donc, premier poste de financement, les emplois, c'est quand même le poste le plus conséquent, hein, pour nous tous. Donc, on a bénéficié d'un poste d'adulte relais pratiquement dès la création du club, ce qui était une belle performance, hein, ce qui nous a permis de faire le lien avec les équipements de proximité. Quand je dis équipements de proximité ici, on a pas mal de clubs de prévention, centres sociaux, maisons de quartier. Donc, on a pu se faire connaître auprès de ces structures-là, les écoles publiques du quartier et participer aux fêtes de quartier. Donc, on a tissé un lien fort grâce à ce poste de médiateur. Donc, le poste d'adulte relais, il est intéressant, hein. C'est un peu plus de 20 000 euros par an de l'État. C'est versé mensuellement par l'ASP. Et on a pu compléter avec un financement de la ville. Donc, c'est pratiquement... Donc, c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur du 3 ans et c'est renouvelable 2 fois pour un poste. Donc, au bout de... Donc, le deal aussi, c'est de monter en qualification l'adulte relais qui a pris le poste. L'ASP, c'est quoi? Pardon. L'ASP, c'est l'Agence des services de paiement. Au lieu de te verser la subvention d'un bloc, c'est versé mensuellement. C'est l'ASP qui gère aussi tout ce qui est alternance, qui te verse aussi mensuellement les... C'est l'agence qui s'occupe des emplois aidés. Ils payent aussi les services civiques, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est aussi qui gère tout ce qui est financement des petits postes, mais c'est eux qui font les virements. Ouais. C'est eux qui font les virements. Donc voilà, donc pour le poste d'adulte relais, donc on a travaillé, et on travaille avec le chef de projet du quartier prioritaire dans lequel on est et les délégués du préfet. Donc c'est un cofinancement ville-État. Donc c'est intéressant de travailler en amont avec ces personnes clés qui vont instruire le dossier et de faire évoluer l'action pour bien rentrer dans le cahier des charges. Suite à ce travail-là, on a eu une deuxième aide qui est également pluriannuelle, qui est moins conséquente, mais sur un éducateur qui, lui, ne fait pas de l'action sociale à 100%, mais à mi-temps. On a eu un poste FONGEP qu'on a pu coupler avec une aide régionale. Donc l'aide régionale, on vient de la terminer, c'est une aide dégressive, le temps de consolider le poste. Donc, FONGEP, 7 000 euros par an, pareil, renouvelable tous les 3 ans. Et plus CREAP, qui était une aide dégressive sur 4 ans. L'aide régionale était cumulable avec le FONGEP. Elle n'était pas cumulable avec l'adulte relais. L'adulte relais n'était pas cumulable avec le CREAP. Donc, il faut bien s'informer sur les combinaisons possibles. Voilà, on peut passer à la... Donc ça, c'était les emplois. Donc après, une fois qu'on a les aides pour l'emploi, c'est comment développer le projet et le faire financer. Donc là, on a eu de la difficulté la première année. La deuxième, on a été reconnu, puis le financement est monté progressivement.
Donc, on est rentré dans le contrat de ville. Donc là, pareil, cofinancement État-ville. Donc, souvent, l'État met la même somme en face que ce que peut mettre la ville, hein. C'est du 80-20 la première année, du 50-50 à partir de la deuxième et indéfiniment. Donc, nous, au niveau de la ville, on a le programme LMTT s'engage. On travaille avec plusieurs services de la ville. Donc, il y a des versements internes à la ville. Donc, nous, on travaille sur les thématiques politique de la ville, sport, jeunesse, culture, relations internationales. Donc, il y a plusieurs financements qui arrivent à la politique de la ville et on met ce financement en face de l'État. Et après, il y a des tractations entre l'État et la ville pour voir qui prend quoi en charge. Donc, un intérêt de rentrer dans le contrat de ville. Donc, je répète bien que tout ça, c'est indépendant des frais de fonctionnement, des frais des manifestations sportives, des financements de la pro. C'est vraiment lié à l'action sociale. Donc, ça, c'est pour notre programme annuel. Et pendant l'été, on a encore un complément de financement de l'État qui s'appelle Quartier d'été. Donc, c'est pareil, hein, c'est comme l'adulte relais, le contrat de ville, ça va dans la continuité. Et c'est toujours Là, c'est un financement État, 100% État. Voilà, donc pour avoir ces financements-là, on a un vrai programme d'action toute l'année avec les centres sociaux. Donc au départ, c'était que le quartier prioritaire de l'île Moulin. Puis là, on s'est vraiment élargi à tous les quartiers de l'île Sud, à tous les quartiers prioritaires. Donc, il y a vraiment de l'animation régulière tout au long de l'année scolaire. Puis là, avec les Jeux Olympiques, on a développé un programme très dense cet été pour faire la promotion des Jeux Olympiques. Voilà, peut-être passer à la slide suivante. Donc, financement cité éducative. Donc, c'est ce que je disais à Héloïse. On a eu un rendez-vous hyper intéressant la semaine dernière auprès de la cité éducative. C'est un dispositif qu'on ne connaissait pas trop. Donc, c'est un financement vraiment fléché, pareil, quartier prioritaire, mais en direction des 0-25 ans. Et c'est des actions à mettre en place dans le cadre de l'éducation nationale au niveau de l'école. Donc, il y a des cités éducatives. Donc, c'est un dispositif national assez récent. Il y a des cités éducatives normalement dans tous les quartiers prioritaires de France, hein. Donc, là, pareil, ça nous permet de travailler un projet qui fait du lien entre les écoles maternelles, élémentaires, le collège, le lycée, la faculté des sports. C'est intéressant. Donc, autant les autres financements sont liés à l'action périscolaire, vacances scolaires, autant là, c'est un financement pour aller vers les écoles publiques. Peut-être la suivante. Donc ça, je pense que pas mal d'entre vous les connaissent, hein. C'était les financements liés aux Jeux Olympiques. Donc les appels à projets sont clos. Mais bon, je tenais à le mettre. Je pense que cette année, nous, on a pu déposer auprès d'Impact 2024 France Travail. Donc, on attend les résultats. Olympiade culturelle, on est lauréat. Donc, ça va nous permettre de mettre une dimension culturelle lors des actions qu'on va mettre en place cet été. Mais je tenais à le mettre, dire que là, l'opportunité, c'était Paris 2024. Peut-être que à partir de l'année prochaine, on aura une opportunité Los Angeles 2028 ou capitale sportive de la culture ou je ne sais quoi. Mais bon, là, je pense que la recherche de financement demande d'être toujours à l'affût. Et c'est sûr que toutes les possibilités qu'on a eues dans le cadre des Jeux Olympiques, c'était une belle opportunité cette année. Et je pense que j'en ai mis un dernier, on en a parlé un peu tout à l'heure. Pareil, en étant labellisé club engagé, on a pas mal d'alertes ou de mails ou de références sur les fondations qui s'engagent un peu sur l'insertion par le sport. Donc, on a parlé de la Fondation du sport français tout à l'heure. On a un appel à projet Fondation du Nord EDF, je pense qu'ils ont fait un appel à projet commun. Celui de la Caisse d'épargne, on en a parlé tout à l'heure avec France Travail.
Nous, on a la fondation Décathlon qui nous propose de financer un peu de matériel pour nos actions dans les quartiers. Donc là, pareil, pas hésiter à régulièrement aller faire des recherches sur les possibilités des fondations. Et je pense, on a parlé aussi d'entreprises engagées. Je pense que c'est une piste aussi à creuser. Entreprises engagées pour l'insertion par le sport, c'est des recherches à faire intéressantes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Boubacar. On aura d'ailleurs l'occasion de mettre en lien, de vous mettre en lien avec les entreprises s'engagent, hein, les clubs. Elles ont des clubs d'entreprises sur chaque territoire. On a un webinaire aussi prévu à ce sujet, là-dessus, l'idée. Super, merci. Hop, je vous propose de prendre maintenant les questions. Je crois, déjà, s'il y a des questions pour Boubacar. Peut-être, Héloïse, rappeler que Oui. sur la plateforme, l'intégralité des dispositifs dont on a parlé là seront répertoriés. Et puis peut-être aussi dire qu'il y a je parle sous ton contrôle, il y a aussi un webinaire sur les aides à l'emploi la semaine prochaine, donc spécifique sur les aides à l'emploi. Tout à fait, ouais. Peut-être partager le calendrier des webinaires si vous voulez. Et on a... Oui, il y a une main levée, j'ai vu. Ouais. On a... allez-y, Jean-Michel. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, j'avais une question. J'étais très intéressé par cette présentation, savoir si vous aviez des personnes spécifiques pour la recherche de subventions, en fait, parce qu'on voit que c'est quand même, ça demande un peu des compétences et du temps. Et donc, si vous aviez un salarié ou des bénévoles qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là. Boubacar, peut-être? Oui, c'est une bonne question. Au départ, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait plusieurs techniciens de projet, dont certains travaillaient à la ville. Et moi, pour ma part, pareil, je faisais partie d'une association qui ne travaillait pas sur le sport, mais sur la culture et les relations internationales. Et je connaissais déjà les chefs de projet des différents quartiers de la ville. Ce qui nous a permis de travailler avec les bénévoles. Et j'ai personnellement bénéficié du premier poste médiateur. Donc ça m'a permis, moi, de faire 80% de mon travail sur le terrain et 20% d'administratif. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, parce qu'après, avoir la subvention, c'est un. Après, il y a l'instruction des dossiers, il faut remettre les bilans, il faut faire pas mal de relationnel. Donc, il faut bien analyser la ressource interne, que ce soit au niveau de sa gouvernance ou au niveau. Et après, de faire en sorte que les premiers salariés aient aussi un savoir-faire au niveau administratif ou qu'ils soient vraiment bien accompagnés, quoi. Sébastien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être? Je ne vais pas rajouter grand-chose parce qu'il a presque tout dit. C'est vrai que le relationnel, il est hyper important parce que en fonction des projets que nous en tout cas par rapport à notre histoire, nous en fonction des projets que l'on mettait en place, on allait chercher des personnes ressources au sein des institutions publiques qui nous accompagnaient déjà. Et en fait, il y avait des mises en relation qui étaient hyper intéressantes. Donc, Bakar, il a parlé tout à l'heure des postes adultes relais. Nous, on en a 2 médiateurs au sein de la structure aujourd'hui, mais ce sont des postes qu'on a obtenus notamment à travers nos échanges avec les délégués du préfet des quartiers dans lesquels on intervenait. Donc, c'est vrai qu'on a mis en place des projets culturels. On nous a mis en lien avec la DRAC. Donc là, pour le coup, on a pu obtenir un petit financement pour un projet culturel. Donc, la DRAC, c'est... Pardon. C'est le ministère de la Culture, en fait, en quelque sorte. Et c'est l'antenne, comment on appelle ça, c'est l'antenne sur la région qui s'occupe de la direction régionale. La direction régionale. Voilà. Donc, en fait, chaque dispositif a une personne ressource sur une des institutions publiques. Donc,
il y a un travail quand même de mise en relation et de recherche, voilà, de qui est la personne qui peut accompagner ce dispositif-là. Parfois, il se peut qu'il n'y ait pas d'enveloppe à destination de ce type de projet, mais c'est vrai que le fait de toucher la porte, on gagne plus de possibilités de les ouvrir. Il y avait une question pour toi, Sébastien, sur les tarifs accessibles. Tu as parlé de tarifs accessibles que vous mettez en place dans les quartiers. Alors, tout à fait. En fait, nous, sur la tarification, ça dépend des activités. Et ça dépend, bien évidemment, des licences que l'on a sur les différentes fédérations avec qui on a affaire. Après, nous, l'objectif, vu qu'on fait de la masse, c'est de réduire les prix. Donc, quand on a une licence, je peux parler, par exemple, des séjours, notamment des séjours. Un gamin qui part du lundi au samedi, je pense que c'est le meilleur exemple, il paye 80 € la semaine. Tout compris. L'hébergement, les activités, le transport, la nourriture, tout est compris dedans. Donc, pour une famille qui part voilà, qui envoie ses gamins en vacances, je pense que voilà, c'est vachement accessible. Après, voilà, sur les tarifs à l'année, par exemple, on est sur le club échec, nous, la licence à l'année, il est à 50 €. Si le gamin il est déjà inscrit dans une autre activité de la structure, il paye 0. Donc, en fait, ça va dépendre de l'activité. Une licence taekwondo, c'est une discipline sportive qui est un peu plus chère par rapport au matériel spécifique. On est à 250 € avec la licence et tous les équipements inclus. Et à chaque fois qu'on part en déplacement, on prend tout en charge. Après, ça, c'est quelque chose que la masse nous permet de faire. Donc voilà, et idem, hein, on envoie des demandes de subventions pour de l'achat d'équipements spécifiques, notamment sur le taekwondo. On fait des demandes de subventions auprès, alors là pour le coup c'est au niveau du département, on a une subvention spécifique d'aide pour des familles qui n'ont vraiment pas les moyens de financer la pratique sportive. Donc il y a aussi une prise en charge au niveau du département via des assistantes sociales. Donc on essaie de trouver les liens qui font que la pratique soit le plus accessible, qu'elle soit sportive, loisir ou autre. Merci bien. Est-ce qu'il y a il y a une autre main levée? Bernard, je vous laisse la parole. Bernard Bloch, vous voulez prendre la parole? Oui, c'est bon, excusez-moi. Je vous écoute. Voilà, pardon. Ok, oui, j'avais une petite question parce qu'en fait, je comprends bien, on est bien dans ces approches écosystémiques, évidemment, particulièrement. L'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, autant on voit pas mal d'appels à projets de la région, de l'État, notamment dans le cadre de ce que vous nous présentez aujourd'hui, enfin depuis quelque temps. Les relations avec la ville sont un peu différentes puisque nous on est un club de foot, donc on a des subventions de fonctionnement, il y a des bourses au projet, etc. Après je voulais savoir, et c'est surtout peut-être auprès de Sébastien, mais peut-être les autres peuvent me répondre, est-ce que les actions que vous menez ont débloqué, on va dire, le regard, ou ont changé le regard de la ville pour financer notamment des équipements? Parce que je vois bien les aides, mais après, nous, on voit bien, il y a beaucoup de clubs sur le secteur. Je pense qu'on est un des rares à être autant actif dans le volet social. Et je voulais savoir si vous avez senti un impact ou s'il avait fallu forcer un peu le destin et comment. Voilà. Alors, je me permets de répondre. Je ne sais pas, Boubacar, si tu voulais rebondir. Mais tout à fait, en fait, il y a un changement de regard parce que en tout cas, nous, on l'a vécu. Hein. On est passé d'être une association sportive à être une association. On est limite dans de l'éducation populaire, on est sur du social. Il y a un impact qui est bien plus fort. Après, nous, en interne, on essaye d'optimiser les ressources, entre guillemets, en interne. Mais c'est vrai que le fait de diversifier nos actions, il y a un regard qui est différent. Il y a un soutien qui est plus fort, qui est plus
qui est plus présent, on va dire ça, de la part des institutions publiques. Nous, je sais que par exemple, on fait une demande d'investissement auprès de la région pour acheter un minibus. Ben, en fait, on présente que ce minibus va être à disposition notamment des équipes sportives qui font les déplacements, mais il va servir aussi à déplacer des gamins dans le cadre du centre de loisirs. Donc c'est vrai qu'on essaye de montrer que la ressource que l'on va utiliser, sur laquelle on va investir, elle va servir non seulement au dispositif sportif, mais elle va servir aussi au dispositif social. Donc c'est vrai que, en tout cas pour un financeur, c'est plus facile de mettre ça sur un double projet que sur un projet tout seul. Donc c'est vrai que le regard y change. Nous, on a réinvesti un terrain de foot sur les Hauts-de-Massanes, quartier de la Paillade, qui était à l'abandon, à l'oubli. Franchement, terrain utilisé, bon, il y avait du cross, ça faisait le barbecue, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, après 2 ans et demi de fonctionnement, la ville a décidé de réinvestir sur le terrain et ils ont tout rénové. Donc on va l'inaugurer récemment. Mais c'est vrai qu'il a fallu 2 ans pour démontrer que le travail était bien fait et que les ressources qu'on utilisait, on les utilisait correctement. Moi, je rajouterais, après, Merci, ça dépend... Pardon. Nous, quand on a commencé à développer le volet inclusion, certains nous ont dit qu'on aurait de la difficulté à maintenir la haute performance, les 4 équipes nationales, la pro et l'action sociale. On y est arrivé et maintenant, indirectement, la MEL nous finance la pro et nous dit clairement qu'elle nous finance la pro parce qu'on a une action sociétale hyper importante et que y avait plusieurs clubs, ils devaient choisir entre plusieurs clubs et nous, on a été choisis parce qu'on avait une forte action sociale. Donc ça, pour revenir à votre question, ça peut embellir l'image d'un club et ça peut nous aider sur d'autres actions. Mais pareil, il faut bien avoir conscience du travail que ça demande et voir si on est en capacité de développer les 2 axes ou un autre axe. Ok, merci. Merci Boubacar, et je crois que Caroline pourra la témoigner la dernière fois, que ça avait donné beaucoup plus de crédit aussi au club. Caroline, si tu veux rajouter un mot, n'hésite pas. Oui, je rebondis. Oui, après, la demande de la personne, c'était est-ce que ça a permis d'avoir des accès aux équipements sportifs ou de moderniser les équipements ou de... Non, c'est vraiment ma question, c'était vraiment la réponse, les réponses de Boubacar et Sébastien. C'est justement comment la prise en considération d'un club engagé sociétalement en plus de son activité purement sportive change la donne dans les répartitions des subventions de la ville. Voilà. Mais j'espère que ma ville sera comme celle de Boubacar. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'aller prétendre à des subventions communément ou juste avec nos activités sportives, on ne va pas. Sur les soins intermédiaires, prévention de la délinquance, sur des accès à la culture, sur du sport santé, sur la lutte contre la précarité, on est plus éligible. Et forcément, on est plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur toute la démarche RSE et économie sociale et solidaire, il y a des fonds qui sont mobilisables. Et pour revenir à une question qui avait été posée en amont, il y a trouver les subventions, répondre aux appels à projets, c'est un temps de fou. Après, ça s'organise, ça prend 2-3 ans pour comprendre qui, quoi, comment, se faire son argumentaire type et pouvoir saisir rapidement son argumentaire, parce qu'il y a ça aussi, il y a avoir cette veille, savoir auprès de qui on peut prétendre émarger sur nos activités, mais après, il y a le temps de répondre, et il n'y a aucun document qui est pareil, il n'y a aucun rendre compte qui est pareil, aucun bilan financier ou demande financière qui est les mêmes, et ça prend beaucoup de temps. Donc, le petit conseil qui est tout bête, c'est faites-vous un Word et un Excel avec vos argumentaires types, vos objectifs, vos indicateurs, vos descriptions. Voilà, ça vous fera gagner un temps fou à chaque fois pour répondre à ces appels à projets. Voilà. Alors, si je peux rajouter quelque chose à ce que tu dis, Caroline, il y a aussi quelque chose, c'est que chaque collectivité, ou en tout cas où chaque entité, a une politique et en fait a un axe de développement. Je pense que ça aussi c'est intéressant parce que nous par exemple, on a des équipes de haut niveau aussi
Je sais que la métropole, elle est vachement axée sur le rayonnement de la métropole. Donc, elle va mettre quelque chose sur l'équipe de haut niveau. Tandis que la ville, elle est plus sur le sport de masse. Donc, elle va accompagner le fonctionnement des jeunes. Donc, en fait, il faut aussi savoir lire entre les lignes quelle est la volonté de développement de chacune de ces entités. Juste pour... Oui, merci. Le temps passe un peu vite. On va prendre la question de Renan, le bot. Oui, merci. J'avais une question concernant le Fonds social européen plus. Parce que, bon, si j'ai bien compris, l'enjeu, c'est de réduire un peu la masse salariale, qui commence à être un peu conséquente dans notre club. Je voulais savoir, est-ce que quand on postule à ce type de financement, c'est sous forme d'appel à projet, il y a des créneaux dans l'année, ou est-ce que on dépose notre dossier, c'est traité au fil de l'eau? Enfin, comment peut-on lever le doigt pour être interrogé, éligible, recevoir les documents et commencer à instruire le dossier, quoi? Alors, c'est toute l'année, le Fonds social européen en fonction de vos territoires. Vous allez sur fse.gouv.fr, vous créez des alertes. Vous créez des alertes en fonction de vos territoires, de vos publics. Il y a des appels à projets nationaux, des appels à projets locaux. Créez-vous des alertes. Vous recevez directement dans vos mails, dans vos boîtes mail, les appels à projets qui tombent. Comme ça vous évite, vous, d'aller chercher les infos. Et après, généralement, c'est des appels à projets qui sont ouverts, qui sont instruits sur 6 mois pour un lancement l'année d'après. Moi, je vous invite, si vous allez sur du Fonds social européen, prenez le temps de contacter le correspondant local de la DRETS qui gère l'insertion des jeunes, l'accompagnement vers les jeunes, parce que je pense que c'est ce vers lequel vous pouvez prétendre. Prenez le temps de discuter avec lui, de co-construire le plan de financement, la réponse à l'appel à projet. Moi, c'est ce que j'avais dit à Héloïse et Arnaud. Je suis en toute transparence. Je peux envoyer aussi tous les argumentaires et les documents qu'on a rédigés, les conventions de partenariat avec le FSE, pour vous montrer ce qu'ils attendent sur les indicateurs, les collectes d'informations. Et puis surtout, les fonds européens, c'est du cofinancement. Donc, ils vont être très vigilants à avoir de la région, par exemple, ou un ANS. Et donc, si vous avez un petit courrier de soutien d'un des financeurs publics ou privés, c'est toujours mieux dans votre dépôt de dossier. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On va prendre une dernière question. Philippe Lefebvre, avant de conclure. Oui, bonjour, merci pour ces interventions. J'avais une question plus spécifiquement pour Boubacar, qui a évoqué la cité éducative. J'aurais voulu qu'il puisse nous préciser comment vous intervenez avec l'île métropole tennis de table auprès de la cité éducative. Je n'ai pas bien compris cet aspect. D'accord, c'est assez récent pour nous. Donc, on avait une action auprès des scolaires financée par l'ANS il y a quelques années. Et donc, ce financement n'existe plus. Donc, on s'est rapproché de la ville pour savoir comment on pouvait faire prendre en charge nos activités au niveau des écoles du quartier. Et donc là, on nous a dit qu'il fallait nous rapprocher de la cité éducative. Donc, on a rencontré la personne qui gère ce dispositif. Et donc, elle nous a proposé de passer à une commission, là, bientôt, où on va mettre en avant le travail qu'on fait avec les 4 écoles élémentaires du quartier et la passerelle entre ces écoles et le collège, dans lequel on va monter une section sportive et dans lequel on va travailler au niveau de l'association sportive. Donc là, on doit faire un budget présenté. C'est au fil de l'eau, donc c'est des commissions qui se réunissent tous les 2 mois. Donc là, on doit passer au mois de juin pour la prochaine rentrée scolaire. Alors, si je peux me permettre de complémenter, juste une petite chose. Nous aussi, on intervient dans le cadre des cités éducatives. Alors, il me semble, Boubacar, peut-être tu peux me corriger, peut-être tu es plus au clair que moi sur ça. C'est des interventions qui se font, les cités éducatives, c'est uniquement dans les quartiers QRR, quartiers de reconquête républicaine, si je ne me trompe pas, ou les QPV, les grands QPV de France. Parce que nous, à Montpellier, on l'a que sur la Mosson. Et ce sont des actions liées avec les établissements scolaires
qui sont sur ce territoire-là. Ouais, c'est pas tous les QPV, tu as raison. C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était tout récent. Donc nous, il y a le quartier Lille Sud, Oisem, Faubourg, où il y avait le QPV, qui avait la cité éducative. Et là, on est la deuxième zone, donc Moulins-Fives, où ils mettent en place la cité éducative. Donc ça se met en place progressivement, hein, c'est vraiment hyper récent. Donc nous, il y a que deux quartiers prioritaires pour l'instant, où il y a une cité éducative à Lille. Donc il y en a deux qui rassemblent plusieurs quartiers prioritaires. Alors, mais comme ce qui est intéressant, comme c'est en train de se mettre en place, et des fois c'est plus intéressant que des dispositifs qui sont en place depuis des années. Ils vont chercher des structures qui peuvent y répondre. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, en tout cas, il faut identifier la personne ressource qui est en charge de la cité éducative, parce que c'est un peu la personne qui dispatche les différents projets. Il ne faut pas qu'il y ait le même projet dans une cité éducative. Nous, par exemple, on est une association sportive sociale. On ne fait pas de sport. En fait, on met en place des ateliers sensibilisation aux réseaux sociaux au sein des établissements scolaires. Et c'est notre directeur de centre de loisirs, qui est aussi preneur du net, qui le met en place. Donc, voilà. Ça peut être plein d'autres choses en lien avec le sport ou pas. Ouais, et nous, à l'inverse, là, la cité éducative, elle a travaillé un projet sur une section hip-hop, sur de l'art plastique, et ils n'avaient pas de club de sport ressources. Donc, il faut vraiment voir avec la personne clé qu'est-ce qui existe déjà dans les cités éducatives de ta ville, et puis voir si l'action sportive que tu proposes est pertinente. Bakary Cissé, allez, une dernière question. Je laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Moi, c'était juste une contribution par rapport à la cité éducative pour y avoir donc travaillé en Seine-et-Marne. Parfois, donc ça regroupe plusieurs villes et que les demandes de subventions pour la cité éducative ne sont pas en fait combinables avec les politiques de la ville. Soit c'est les politiques de la ville, soit c'est la cité éducative. Et pour les structures qui font du sport, plus particulièrement le football, donc voir également avec la fondation donc du football pour essayer donc d'avoir des actions communes donc dans le sens de l'accompagnement scolaire pour les jeunes. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos interventions vraiment très intéressantes, hein, Sébastien, Caroline et Boubacar. Vraiment, on voit qu'il y a une vraie expertise au sein des clubs. C'était top. Je vous remets ici le slide avec les prochaines thématiques où on aura donc plutôt le côté France Travail qui intervient sur les aides au recrutement. Mardi prochain, un focus sur le stade vers l'emploi, comment l'organiser avec notre expert, donc Sylvain Michel, hein, que certains qui ont déjà fait des stades vers emploi ont peut-être déjà échangé avec lui. Ensuite, les groupements d'employeurs, les coachs, la formation des coachs d'insertion. Voilà, je vous laisse découvrir le programme et je vous dis à très bientôt sur nos webinaires. Et d'ici là, si vous n'êtes pas inscrit comme club engagé pour recevoir toutes les infos, pour être sollicité sur nos événements locaux aussi, engagez-vous à ce lien-là que je vais remettre du coup. Et donc, il y a notre adresse mail s'il reste des questions ou si pour une raison X, Y, vous ne recevez pas de documents après le webinaire. Et donc, voilà, on est sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Peut-être Arnaud, tu voulais peut-être me faire un petit mot de conclusion. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On voit que vraiment, encore une fois, je le redis, la richesse est dans les clubs, hein, l'expérience. Merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience, votre expertise aussi avec les autres clubs.